12, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors, l'épisode 10 pour revenir sur la semaine 12 et un petit bout de la semaine 13 puisqu'on est un petit peu en retard. On va parler du match de ce lundi face aux Celtics et on va surtout revenir également sur la fin du road trip des Raptors sur la côte ouest. Les Raptors, la semaine dernière, malheureusement, qui ont signé 0 victoire et 3 défaites. Une défaite face aux Lakers, 131-132. Une défaite le lendemain face aux Clippers, 126-120. Et une petite débâcle du côté de Utah, 145-113. Et ensuite, hier soir, on est passé à un match beaucoup moins offensif. Défaite 96-105 en faveur des Celtics. On va parler de tout ce qui s'est passé pour cette deuxième semaine après le trade de RJ Barrett et de Emmanuel Quickley avec Alex de Raptors France de dinotalk.com. Partout, Alex, comme d'habitude, salut à toi. Salut tout le monde. Alex, j'aimerais avoir ton sentiment sur cette semaine qui, en fait, bizarrement, dans les chiffres, bah, c'est un bilan négatif puisqu'on n'a pas une seule victoire. Mais visuellement, quand même, cette équipe des Raptors, je pense que beaucoup de monde est d'accord depuis le trade. On a quand même plus envie de les regarder. On a eu deux matchs super serrés contre les Lakers et les Clippers. Un bon match également contre les Celtics hier. Il y a quand même du mieux malgré du moins bien dont on va parler après. Ouais, alors forcément, quand on rajoute deux joueurs au roster et que ça rajoute de la curiosité et deux titulaires surtout, donc on sait que ils vont avoir beaucoup de minutes. Et puis il y a eu un premier match à domicile qui était très très prometteur de la part des deux. Donc forcément, on avait envie de voir. Après, encore une fois, démarrer dans une nouvelle franchise lors d'un road trip à l'Ouest, il y a plus simple, je pense, pour s'adapter, s'intégrer, comprendre les systèmes, etc. Mais les deux ont parfaitement répondu aux attentes. Et effectivement, c'est vrai que si le bilan est négatif, dans l'image et dans l'analyse, on peut quand même retirer des choses très, très positives. Si on met de côté le match à Utah, on va en parler, et aussi quand même, je dirais, le match d'hier, de cette nuit contre Boston, où en fait, on est dans le match quasiment tout du long. Et en fait, on se dit juste, si on est capable d'avoir un joueur qui met dedans de loin, bah, le match, c'est pas le même, quoi. Mais c'est vrai que visuellement, ce trade a fait beaucoup de bien. On va revenir là-dessus, bien sûr, ce que tu évoquais, cette adresse à 3 points des Raptors qui a été malheureusement très faible, trop faible contre les Celtics hier. Ben, revenons d'ailleurs sur ce match-là, puisque c'est le plus frais, je pense, dans la mémoire de tous. Euh, 4 sur 32 à 3 points, c'est 12,5%. Et je suis remonté sur les pourcentages à 3 points depuis le trade. Et en fait, on a une équipe des Raptors qui était hyper à droite. Ça change de d'habitude et c'est l'un des apports de ce transfert, justement. Je vous refais le tour des adresses des Raptors depuis le transfert. Contre Cleveland, les Raps ont shooté à 36%, 11 sur 30. Contre je fais dans l'ordre. Contre les Kings, parce que là je ne l'ai pas écrit dans l'ordre malheureusement. Contre les Kings, les Raptors ont shooté à... Non, contre les Grizzlies, pardon. Les Raptors ont shooté 12 sur 26, 46%. Contre les Kings, 13 sur 37, 35%. Contre les Warriors à 45,5%. Contre les Lakers à 48%. Contre les Clippers à 40%. Et contre le Jazz, malgré la défaite, on s'en rappelle, les Raptors ont été totalement maladroits près du cercle, mais ils ont shooté à 50% avec 17 tirs à 3 points. Le plus petit nombre de tirs à 3 points inscrits sur tous ces matchs, c'était 11 face à Cleveland, 11 sur 30. Et contre les Celtics, du coup, ce 4 sur 32 fait très mal parce que dans le reste des compartiments du jeu, les Raptors font un bon match hier contre Boston. Et pour être complet,
Si les Raptors shootaient seulement à 8 sur 32, ce qui est 25%, ce qui est un faible taux de réussite, les Raptors auraient eu 12 points de plus et auraient gagné ce match. Malheureusement, c'est vraiment cette adresse à 3 points, Alex, qui plombe les Raptors hier soir. Il y a même pas vraiment d'autres explications dans l'analyse de cette rencontre. Ouais, c'est carrément ça. Et en plus, bah, comme tu l'as dit, tu as redonné les adresses depuis le trade et jusqu'à ce match contre Boston où on se dit, tain, c'est le jour où on fait tout bien à côté que l'adresse disparaît. Et c'est un espèce de cercle vicieux où soit tu shootes bien à 3 points mais tu perds, soit tu perds parce que tu shootes mal à 3 points. C'est assez terrible cet enchaînement de défaites là depuis le match à Memphis. Alors il n'y a pas que ça, hein, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que c'est un problème qu'on a et qu'on répète depuis, j'ai l'impression, bientôt 2 ans à Toronto. Mais c'est vrai qu'il y a de grosses difficultés à ce niveau-là. Et paradoxalement, on a fait venir 2 nouveaux joueurs. Alors, Emmanuel Quickley était quand même euh, très catégorisé comme un joueur capable de shooter de loin et avec une bonne adresse. RJ Barrett un petit peu moins. Et pourtant, les deux répondent parfaitement. Alors, encore une fois, mis à part ce match contre Boston hier, mais jusque-là, c'est vrai que sur le papier, on pouvait se dire, oula, on avait besoin de shoot, on prend RJ Barrett. Ben, en fait, non, ça passe bien normalement. C'est ça, et on a Pascal Siakam qui, avant le match d'hier, était aussi en feu à 3 points. Je crois qu'il était. Il y a une stat qui est assez dingue sur le début de saison. Il est genre à 12% et jusqu'à un certain point. Et depuis un mois, je crois, c'est ça. Depuis un mois, je crois qu'il était à 46% de réussite à 3 points. Et malheureusement, en fait, et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois cette année, c'est que quand les Raptors se ratent à 3 points, bah, ils ne font pas semblant. Et, euh, et voilà, et ce qu'on aimerait, c'est que un match à 35%, un match à 36%, ce soit la moyenne basse des Raptors. Et puis quand tout va bien, qu'ils nous fassent des 48, des 50. Mais bon, après, on sait que l'adresse, c'est pas quelque chose que tu contrôles forcément, même si là, t'aimerais que bah, ce soit pas du 4 sur 32, quoi. 12% de réussite, c'est vraiment trop faible. Euh, on va suivre ça. De toute façon, ça part quand même dans la bonne direction avec, comme tu l'as dit, ce trade qui a quand même rééquilibré les choses. Emmanuel Quickly, on voit vraiment qu'il apporte énormément dans ce secteur-là avec surtout un range, une distance qui est un peu plus éloignée. Il apporte d'autres choses, comme je le disais dans le dernier podcast, cette capacité à sortir des écrans pour venir shooter, cette capacité à tirer à 3 points de derrière l'écran du pick and roll, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour sur le tir à 3 points, il n'y a pas plus à dire que ça. Le deuxième sujet que je voulais aborder, et on va pouvoir en parler avec ce match des Celtics hier, 105 points encaissés. Dans cette NBA aujourd'hui, c'est vraiment très peu. Le match défensivement a été très bon. Jason Tatum a été limité à 19 points quand même, malgré tout. Et ça faisait suite par contre à une série de matchs où les Raptors, depuis le trade, étaient la 28e défense de la NBA. Les deux seules pires équipes, c'était les Pistons et dernier, les Golden State Warriors, avec quand même 145 points encaissés contre le Jazz, 126 contre les Clippers, 132 contre les Lakers. Euh, c'est quand même compliqué de gagner des matchs quand ta défense est si faible. On pouvait s'attendre à une baisse défensive avec le départ d'O.J. Anunoby. Mais pourtant, je ne sais pas si toi, tu as cette impression-là, mais j'ai l'impression que la défense a plus de cohésion malgré tout. Donc, comment on explique un peu tout ça? Déjà, premièrement, il faut rendre hommage à Emmanuel Quickly et R.J. Barrett, encore une fois, qui se donnent plus que ce qu'on aurait pu penser en les voyant arriver. En tout cas, plus que ce qu'on, moi, on me les a vendus par rapport à leur performance chez les Knicks. Faut reconnaître qu'ils se donnent et que comment dirais-je, que c'est loin d'être des cibles pour les attaques adverses. Deuxièmement, je pense que le départ d'Odji Anunoby a responsabilisé aussi les autres qui restent. Et je ne dis pas qu'ils se reposaient beaucoup sur la défense en un contre un d'Odji Anunoby, mais euh, psychologiquement, je pense que le fait de se dire, OK, il y a notre meilleur défenseur sur l'homme qui est parti, il faut qu'on élève le niveau et qu'on s'adapte et qu'on accompagne les nouveaux qui arrivent, etc. Donc, je pense que ça doit jouer.
Après, je mettrai quand même le match contre Utah de côté. T'es cramé en fin de road trip. C'est compliqué. Tu sors d'un match contre les Lakers avec toute la polémique qu'on connaît. Back-to-back à Los Angeles. Tu dois aller à Utah. Il te manque des joueurs. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et puis, ben, peut-être que mine de rien, la présence de Puttle dans la raquette défensivement apporte plus qu'on aurait pu le penser avant. Je trouve que son absence se fait peut-être sentir défensivement. Offensivement, pas du tout, mais défensivement, ça doit jouer. Ben, complètement, parce qu'en fait, il y a eu un changement de rôle dans l'équipe défensivement avec le départ d'Oji. Il fallait trouver le joueur maintenant qui va défendre sur le meilleur attaquant adverse et Darko Rajakovic a choisi Scottie Barnes qui est très heureux de prendre à cœur cette mission-là. Le problème, c'est que jusque-là, Scottie Barnes avait brillé en défense dans ce rôle de roamer, de second rideau. On l'a vu, hein, ses contres montent en flèche cette saison. Et en fait, on a dû faire un transfert de rôle et en fait, Scotty qui va prendre le meilleur attaquant adverse fait que c'est un peu Jakob Poeltl qui avait récupéré ce rôle de roamer. On l'avait vu ces derniers temps aussi, pas mal de contres, du 5 contre 2 fois de suite, je crois. Et c'est vrai que cette blessure, et ben, elle laisse un peu ce poste, ce rôle-là vide. Et en fait, on n'a pas vraiment d'autres joueurs capables de le faire. Déjà, les capacités athlétiques de Scotty faisaient de lui quelqu'un d'exceptionnel dans ce rôle-là. Et Paul Tull le fait de manière différente. Et c'est vrai qu'en le perdant, eh bien, on a perdu en protection de cercle. John T. Porter fait ce qu'il peut. Malheureusement, pour l'instant, il a encore un peu du mal, je trouve, parfois avec le rythme de la NBA. Il fait énormément de fautes. Et hier, bah, on l'a vu hein, sur Porzingis. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui va bien défendre sur Porzingis, qui a un avantage de taille énorme, mais il faut éviter quand même de faire des fautes, quitte à le laisser shooter. Et on a vu hier que ça a été compliqué pour lui. C'est pour ça que j'ai envie de relativiser ce 28e défense depuis le trade. Déjà d'une parce que bah, hier contre les Celtics, c'est très encourageant. Franchement, ils ont bien défendu, hein. Les Celtics sont super adroits à 3 points. Ils ont une telle facilité, ils dégagent une telle facilité, une telle sérénité dans leur jeu que bah, c'est compliqué. Tu peux pas tout arrêter. De toute façon, je trouve que leur attaque, elle est vraiment impressionnante parce qu'en fait, tous les joueurs peuvent shooter de loin, mais aussi tous les joueurs sont capables de driver. Donc, c'est vraiment un gros contender. C'est Celtics. On n'est pas là pour parler de Boston, mais au final, il semblerait que Porzingis soit vraiment la pièce qui leur manquait pour les rendre vraiment injouables en attaque, je trouve. Et finalement, les limiter à 105 points, c'est quand même une belle prestation. Surtout comme on l'a dit qu'offensivement, en dehors du tir à 3 points, les Raptors ont quand même été pas mal capables de les attaquer. Après, c'est leur zone aussi qui a fait beaucoup de mal aux Raptors. Mais bon, le but d'une zone, c'est de bloquer la raquette et on sait que face à la zone, il faut avoir un minimum d'adresse à 3 points. Tu as des tirs ouverts contre une zone. Donc c'est là que les Raptors ont pêché, on en a déjà parlé. Mais ouais, je suis pas pessimiste quant à la défense des Raptors. Je pense pas qu'on devienne élite, mais vu qu'on a une attaque qui est de vraiment, vraiment meilleure, les Raptors, là, depuis le trade, alors j'ai pas les derniers chiffres, mais je sais que avant le Jazz, on faisait quand même partie du top 5 des attaques de la ligue depuis le trade. Même si ça, je pense, ça va pas durer, mais on peut s'installer dans le top 10, je pense. Mais voilà, on a un peu inversé le schéma habituel que Toronto proposait en essayant d'avoir une défense élite et une attaque moyenne. Je pense que maintenant, l'objectif, c'est d'avoir une attaque proche d'élite et d'avoir une défense moyenne, même si, bien sûr, je vais te laisser la parole sur la défense pour conclure, même si on sait que les choses vont certainement encore bouger, puisque Masai Ujiri et le front office semblent décider à transférer Pascal Siakam, même si ça semble pas si facile que ça en raison bien sûr de sa situation contractuelle. Mais reviens rapidement sur cette défense. Est-ce que tu la vois quand même, je sais pas, avoir une évolution positive quand même?
Ben, c'est difficile à prévoir parce qu'effectivement, on ne sait pas trop dans quelle mesure ce roster C'est va ça. être modifié, à quel moment, comment ça va cliquer, etc. Maintenant, ça ne peut qu'aller mieux, dans le sens où effectivement, on l'a dit, Puttle manque défensivement, c'est vrai. Donc, quand il va revenir, on espère le plus tôt possible, mine de rien. Je pensais vraiment pas dire ça il y a encore quelques semaines. Mais il force est de constater que défensivement, il t'apporte quelque chose d'extrêmement important. Euh, donc oui, ça ne peut aller que mieux. Et puis, ils vont travailler. Et puis, à un moment donné, il va falloir aussi, mais je pense que je vois mal comment ça pourrait arriver avant que Siakam soit transféré. À un moment donné, il va falloir que Scottie Barnes passe un cap, que ce soit offensivement comme défensivement. Il va falloir qu'il monte le curseur. Je suis encore trop frustré de lui, de le voir un peu en retrait, un peu se faire passer par son défenseur et lever les bras parce qu'il n'y a pas eu une aide derrière. Je trouve qu'il s'accroche pas assez. Et c'est pareil en attaque. On a l'impression des fois pendant 2 quarts-temps et demi de pas le voir. Et puis pendant les 10 dernières minutes, tu te dis, mais il était où là? Il domine de ouf. Et j'ai du mal à le voir faire ça tant que Siakam est encore là. Je pense que quand il sera parti, Scottie Barnes n'aura plus le choix. Ce sera son équipe, assumée, claire et affichée. Et il faudra qu'il en prenne le contrôle. Il en est capable ou pas, ça, on le verra à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que moi je trouve aussi que ces derniers temps, il s'est beaucoup reposé sur son adresse à 3 points. Elle était là, elle était bien présente et du coup, bah, il faisait ses chiffres entre guillemets offensivement. Mais c'est vrai que je sais que dans le groupe chat où on est plusieurs à discuter le soir des matchs, beaucoup quand même sont assez frustrés de le voir aussi peu attaquer le cercle. Après, après, je trouve que hier, par exemple, le match de Boston était quand même significatif de encore les progrès qu'il a à faire dans ce domaine-là. Je trouve qu'il n'arrive pas non plus à prendre le dessus sur son adversaire direct par son dribble. Faut vraiment que ce soit assez ouvert ou qu'il y ait vraiment une ligne droite. Je trouve qu'il manque quand même encore de capacité à prendre le dessus sur son adversaire la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'il prend des mid-range ou des 3 points ou qu'il est obligé de lâcher sa balle. Euh, je trouve qu'il a du mal à faire la différence et c'était l'un des points qui étaient relevés en début de saison dans pourquoi c'est compliqué Scotty Barnes meneur de jeu par exemple. Et c'était tout ce genre de choses-là, la gestion du pick and roll. Donc le fait qu'il améliore son tir à 3 points, ça l'a grandement aidé parce que c'est vrai que maintenant, ça oblige les défenseurs à sortir sur lui. Mais malgré tout, je trouve qu'il a encore du mal face à un arrière qui va être assez vivace. Comme hier, il se retrouvait soit face à des Jrue Holiday ou des Derek White qui pourtant sont plus petits, mais il n'arrive pas à prendre le dessus physiquement, sauf quand il part dans du post-up. Mais on sait que le post-up, ça attire les aides défensives et surtout que Boston hier a choisi de jouer grand avec Horford et avec Porzingis. Et là, il faut souligner Mazzula qui a fait un très bon ajustement par rapport au match précédent où Siakam avait été dominant. Là, il a démarré beaucoup plus grand. Bon, par la force des choses aussi, parce que Brown était absent. Mais je trouve que ça a énormément gêné les Raptors, même s'ils ont fait un bon match au final à l'intérieur, hein, mais ils ont dû trouver d'autres solutions. Mais ouais, de toute façon, on a l'impression que Scotty peut-être a trop de respect pour Siakam par moment, mais aussi que Siakam, en fait, par la force des choses, s'impose comme un des leaders, en tout cas sur le terrain de cette équipe, et que tu peux pas t'empêcher de lui donner la balle, même si on a vu que Darko a essayé de réduire son rôle. En fait, au bout d'un moment, quand tu as un joueur comme ça, il prend de la place par son talent et peut-être qu'au final, il faudrait qu'il ne soit plus là pour que ça fasse un déclic. Comme on l'a vu c'est contre les Clippers qu'il est absent, Siakam. Ouais, c'est ça. Voilà, on l'a vu contre les Clippers où l'absence de Siakam fait que les autres joueurs prennent plus de responsabilités et peut-être que c'est ça qui est nécessaire pour que Quickly, 24 ans, Scottie Barnes, 22 ans
et RJ Barrett, 23 ans, prennent à cœur ce rôle-là, match après match, sans se dire, OK, si on rate notre match, c'est pas grave, on a toujours la sécurité Pascal Siakam derrière. Ouais, c'est ça. Alors, on peut espérer que ça se fasse rapidement ou pas. On espère qu'il y aura une décision de prise, qu'elle soit de le transférer ou de le prolonger. De toute façon, la deadline va vite arriver, donc on va vite être fixé. Mais ouais, peut-être que c'est ce changement-là, la prochaine étape, qui fera qu'on aura vraiment plus d'indices sur le visage que vont avoir les Raptors dans les mois et les saisons à venir. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir en fait en détail sur les matchs de la semaine contre les Lakers. Ça a été largement traité dans les médias. C'est cet arbitrage qui a coûté la victoire et une belle amende à Darko, même si je pensais qu'il allait prendre plus. Moi aussi, j'avoue que quand le montant a été annoncé, je dis bah ça va en fait, hein, il peut recommencer, hein. Ouais, il a été bien plus véhément que les autres entraîneurs qui ont pris pareil cette année ou que Fred VanVleet qui avait pris, je crois qu'il avait pris 30 VanVleet l'année dernière. Il me semble aussi, ouais. Mais ouais, et puis derrière, j'ai bien aimé cette semaine l'entraîneur des Kings qui lui, par contre, tout calme alors qu'il a failli frapper l'arbitre, on l'a retenu. Il est venu tout calme en conférence de presse, il a posé son ordinateur, il a montré les choses. J'ai trouvé j'ai trouvé ça super. Enfin, bref. Cette semaine, les Raptors ont démarré face à Boston et vont retrouver en back-to-back le Heat demain, ainsi que les Bulls jeudi. Et ensuite, je ne sais plus s'il y a un dernier match cette semaine ou si c'est lundi. Miami, Chicago, les Knicks, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, je crois. Ok, retrouveront les Knicks samedi donc pour boucler cette semaine, une semaine de quatre matchs. Euh, Et c'est trois matchs à domicile, un ouais. match à l'extérieur. Il me semble que OG Anunoby, les Raptors vont le retrouver du côté Du Madison Square Garden. Madison Square Garden. Et d'ailleurs, l'effet OG du côté des Knicks, qui sont depuis le trade la meilleure défense de la ligue, on voit quand même l'impact de ce joueur sur une équipe dans un sens comme dans l'autre. Qu'est-ce qu'on attend, Alex? Ma dernière question, rapidement, avant de se quitter. Qu'est-ce qu'on attend du reste de la saison maintenant? Les Raptors peuvent encore espérer un play-in parce que les Nets et les Hawks, voire les Bulls même, que les Raptors ont affronté deux fois d'ici la fin du mois, sont pas dans forcément dans une meilleure dynamique que nous. Qu'est-ce qu'on attend de cette fin de saison des Raptors? On peut encore obtenir peut-être le sixième pire bilan et aller chercher un pic grâce à la loterie, mais toi, quelles sont tes attentes? On va en reparler plus grandement dans un grand format puisqu'on arrive à la mi-saison. Là, ça fait 40 matchs, donc on sera à 42 matchs avant ce week-end. Peut-être qu'on va envisager ça. Il faudra qu'on se réunisse avec tout le monde, mais qu'est-ce qu'on attend sur cette fin de saison maintenant? Il reste encore une moitié de saison quand même, c'est long, hein. Ouais, mais en fait, c'est compliqué à envisager parce que on semble comprendre avec le trade de G que l'objectif est de pas de reconstruire de zéro, mais de mieux entourer Scotty Barnes, que c'est lui le futur, le visage de la franchise et qu'on va y aller avec lui. Donc, la prochaine étape, c'est de transférer Siakam ou de le prolonger. Mais ça, déjà, selon si on fait l'un ou l'autre, ça peut conditionner tout le reste de la saison. Sur le papier, j'ai envie de dire, aller à se battre pour essayer d'accrocher la neuvième place. Pourquoi faire? Vraiment, pour vraiment jouer un match de play-in et donner de l'expérience à ces joueurs-là. Après, dans l'autre sens, j'ai envie de te dire un petit peu pareil. Est-ce qu'on essaye de tanker? Mais bon, tu peux te faire niquer à la loterie et pas avoir ton pic. Donc, c'est compliqué. La situation sportive et contractuelle des Raptors est quand même extrêmement compliquée et c'est difficile d'avoir une visibilité. Déjà pour nous, de loin, alors j'imagine même pas les joueurs quand ils rentrent sur le parquet, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est ça, c'est exactement ça. Pour l'instant, j'ai bien aimé quand même le discours de Emmanuel Quickly hier à Oui, qui on a demandé ouais, c'est bien, vous avez réussi à accrocher des grosses équipes, mais il a dit bah non, nous, ce qu'on veut, c'est pas être connu pour accrocher des grosses équipes, on veut gagner, mais c'est vrai que pour l'instant, on oui, a mais ça, tous les joueurs vont te le dire.
Aucun exactement. joueur va te dire on tank. Non, C'est un message de dirigeant, ça. C'est un message même jamais adressé en c'est même un public. message que les dirigeants ne vont pas dire avant la fin de saison comme Non, voilà, c'est ça. la. Ça n'est jamais, ça n'est aucun, il n'y a jamais de mots mis sur cette direction. Ouais, Donc, je ne sais pas trop dans quel sens on va, quel est l'objectif. Un peu l'impression que, ben, un peu comme on le répète depuis quelques semaines maintenant, c'est, ben, on voit bien chaque match ce que ça donne, et puis on verra le suivant, si c'est mieux, si c'est moins bien. ouais, mais On ne sait pas trop dans quelles eaux on navigue. dans ce cas-là, j'espère qu'on se mettra en mode développement au moins, quitte Oui. à, quitte à ce que les résultats ne soient pas le plus important. Et dans ce cas-là, il va falloir faire jouer Grady Dick, en fait. Tant pis C'est si. ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Il serait peut-être temps de lui donner des minutes au gamin à un moment donné. Voilà, là, il va faire il va terminer son passage avec les 905. Il n'y est pas retourné, du coup. Il devait y être pendant 2 semaines, mais vu qu'il y a eu des blessés, mais au final, il est là pour être le 12e homme. Je vois pas à quoi ça sert. Et quitte à se mettre en mode développement, oui, là, autant le dire, on est en mode développement et on donne le maximum de minutes aux joueurs qu'on veut développer. Et ceux sur qui on compte pas forcément à l'avenir, et ben, malheureusement, on les met au placard ou on les trade. Ce serait peut-être pas une bonne chose, je pense à un Chris Boucher, mais peut-être qu'il serait mieux ailleurs dans une équipe qui l'utiliserait pour essayer d'aller jouer les premiers rôles. Ça serait triste pour moi parce qu'on va perdre tout le monde en français. Mais ouais, c'est vraiment compliqué la suite de tout ça. Et précision apparemment, info que je n'avais pas, Wojnarowski aurait dit que Siakam accepterait de re-signer avec Dallas s'il y était transféré. Ouais, mais là, c'est pareil. Qu'est-ce que Dallas va nous envoyer en échange, sachant qu'il va falloir faire matcher les contrats, sachant qu'on n'a pas non plus 50 000 places dans le roster. Donc Exactement. là, j'avoue que je ne sais pas trop. Très compliqué à faire, à suivre. Eh bien, merci à toi, Alex. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain Gino Talk. Lowry for three. Bang!